D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, dans des chemises de 10 jours, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de Pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols. On n'avait pas de quartier attitré. On changeait souvent, ça faisait voir du pays. Quand on arrivait dans un nouveau quartier, il fallait d'abord rencontrer un agent et lui demander où se trouvait le commissariat pour aller chanter le plus loin possible. On n'avait pas une profession autorisée, c'est de la mendicité en réunion. D'ailleurs, on a été au poste plus d'une fois, mais ils nous ont toujours relâchés. Ça se passait très gentiment parce qu'on était vraiment trop jeunes. On était des gamines. Les flics prenaient ça pour de la fantaisie. Ils ne nous prenaient pas au sérieux et puis on leur inventait des histoires. On racontait qu'on habitait chez papa et maman, qu'ils n'étaient pas riches et assez radins, qu'on chantait comme ça pour rigoler, pour s'acheter une robe, des godasses, aller au cinéma, n'importe quoi, ça prenait. On n'était pas nippés comme des cloches, mais pas loin. J'avais un béret qui me servait à faire la quête. On était coiffés toutes les deux pareil, avec une frange. On se la taillait nous-mêmes. Edith trouvait qu'il valait mieux que j'ai l'air au premier coup d'œil d'être sa sœur. Le film d'Olivier Dahan, La Môme, s'inscrit dans une vogue récente de films de biographie musicale. C'est un genre à la fois très populaire, un genre qui permet de rassembler le public autour de figures que les gens aiment, auxquelles ils adhèrent, et puis qui permet souvent de se représenter l'histoire d'une nation à travers ces grandes figures héroïques. Et Piaf, pour nous, c'est évident, c'est un monument, c'est une tour Eiffel, c'est un personnage qui fait l'unanimité parmi les Français. Ce qu'a été d'abord Édith Piaf, et qu'on voit bien dans le film d'Olivier Dahan, elle a d'abord été une chanteuse de rue, elle a d'abord été ce qu'on appelle une goualeuse. Et goualer, c'est chanter d'une certaine façon. Alors c'est d'abord une technique vocale qui consiste à projeter la voix, à lancer la voix, puisqu'on est dans des espaces ouverts et qu'il faut que la voix atteigne les étages des immeubles ou passe loin dans la rue. C'est une manière de projeter la voix et de chanter dans ce qu'on appelle dans le masque, en faisant beaucoup résonner cette partie-là du visage, autour du nez. Mais goualer, c'est aussi chanter avec une voix qui a certaines caractéristiques assez rauques. C'est aussi chanter avec un fort accent. Goualer, chanter avec un fort accent faubourien. Dans l'art des chanteuses de rue, il y a aussi des types de chansons. Il y a un répertoire, des thématiques, il y a des complaintes et il y a des chansons qui parlent de la misère, qui parlent de l'errance, qui parlent des filles de rien, des filles du trottoir justement, de la prostitution, qui parlent... C'est vraiment la thématique centrale de la chanson réaliste, qui parle des rapports entre la prostituée et son homme. On habitait à l'hôtel de l'Avenir, rue Orfila, au 105. À chaque fois que j'y passe, je m'arrête et je regarde au 3e étage la fenêtre, la nôtre. C'était celle de notre chambre. Une pièce, c'est tout. Il n'y avait pas d'eau. Un lit, une table avec une cuvette, une sorte de placard tout déglingué, une petite table de nuit peut-être bien, mais rien d'autre. Moi, ça me paraissait un peu ironique et je me disais que c'était bien la seule chose que nous avions comme fortune en perspective, l'avenir. Mais elle, Edith, dans le métro, quand elle rentrait très tôt le matin, titubante de sommeil, elle ouvrait un œil pour me dire « T'en fais pas, Momone, nous serons riches, très riches. J'aurai une voiture blanche et un chauffeur noir. On sera habillés toutes les deux pareilles. » Il y a plusieurs manières de traiter une biographie musicale. Disons 2 grandes manières de s'y prendre. Soit on essaie de traiter la vie de cette personne qu'on prend pour objet de l'intérieur, soit on adopte un regard extérieur. Soit on met en image, soit on se départit de la chronologie, de la fidélité au déroulement de la vie de cette personne, et on prend un regard assez extérieur et on ne met pas en image, mais on met en scène radicalement une existence. Dahan fait pas une biographie sur le mythe Piaf ou sur la star Piaf. Il raconte l'histoire d'une femme, d'un être humain, en se fixant sur ses émotions, le rythme de son cœur. Il coupe et il choisit certains moments qui sont dans la vie de Piaf, et les choix qu'il fait sont des choix audacieux.
C'est des choix audacieux parce que, par exemple, il coupe tous les passages attendus par un public qui a envie de la voir dans son histoire d'amour avec Yves Montand, qui a envie de voir Aznavour à l'écran, qui a envie de voir tous ces grands personnages qu'a croisé Piaf, Cocteau, etc. On n'a pas tout ça. En visant la fidélité à l'être humain Piaf, c'est accorder également des libertés. Il invente un personnage et cette personnalité de Titine, à la fois elle est très réaliste et en même temps elle n'a pas existé. Vous voyez, mélange de fidélité et d'infidélité dans le geste cinématographique de Dahan, qui est en même temps un geste de metteur en scène qui s'approprie la biographie de Piaf pour dire, et il ne s'en cache pas et c'est assez touchant, pour raconter sa vie à lui. Et Dahan a dit dans des entretiens, oui, c'est un film tout à fait autobiographique. Et en racontant l'histoire de Piaf, je raconte ma vie, je raconte mes angoisses dans mon rapport à moi, à l'art, à la création artistique. Et un film qui aurait raconté les événements de ma vie à moi n'aurait pas été plus proche du fond de ma vie qu'un film racontant les événements de la vie de Piaf. Sa vie ressemble à celle de beaucoup d'autres filles pauvres de l'époque. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des existences flottantes. Les mômes de la cloche. On les retrouve plus tard libres, plus ou moins dans la rue ou dans des milieux de voyous, un peu comme ceux qu'a fréquenté Piaf quand elle était jeune. Donc, quand elle part à 15 ans pour vivre sa vie, eh bien tout naturellement, comment est-ce qu'elle pense gagner sa vie? En chantant dans les rues. Je t'aime pourtant. J'étais dans une soirée où il y avait des platines et un micro, une espèce de soirée, un vernissage. Et moi, j'avais l'habitude, quand j'étais plus jeune, de faire ce qu'on appelle des sound system ragamuffin, où il y avait des platines, un micro, et on chantait du ragamuffin. On devait s'arracher le micro. Et dans cette espèce de vernissage soirée, comme il y avait un micro, je me suis dit, tiens, je vais chanter. Et j'ai pris le micro et j'ai chanté Milord en ragamuffin. Et dans cette soirée, il y avait une femme qui écrit, qui est venue me voir et qui m'a dit, je viens de finir un livre sur Piaf, ça m'a beaucoup plu, mais vous connaissez, on a parlé. Et elle m'a dit qu'il y avait un film qui était en train de se faire, qu'elle coécrivait. Et elle m'a demandé de chanter une chanson de Piaf. Alors j'ai chanté a cappella dans la soirée l'accordéoniste, comme ça. Et après, elle m'a mis en lien avec Olivier Dahan, le réalisateur, avec qui j'ai bu un café. Et ils m'ont rappelé au moment du tournage en disant qu'ils aimeraient bien que je chante dans le film. Lorsque donc elle monte sur la scène du cabaret, elle n'est pas encore une chanteuse de scène. Elle ne sait pas se tenir en scène. Et ce qui passe essentiellement, c'est cette présence vocale, c'est cette voix immense qui, tout de suite, touche le public. Dans le ragamuffin, il y a une espèce de... On déverse comme ça un flot de syllabes et de paroles en disant en espèce de rage qu'on retrouve dans la chanson réaliste avec moins de débit, moins de mots, mais c'est cette même rage qui est au fond et qu'on a besoin d'exprimer. Raymond Asso va véritablement la prendre en main et va la transformer et la faire passer de petite chanteuse de rue à vraie professionnelle de la scène. Il va lui apprendre à se tenir en scène. Il va la faire travailler aussi sur le plan vocal, sur le plan du chant, de la chanson pure. Mais c'est un véritable travail d'acculturation, quoi. Je veux tout savoir, me confie-t-elle, longtemps complexée par son manque d'instruction. La seule école qu'elle ait suivie, c'est celle de la rue. Avant que sa carrière n'éclaire son esprit des lumières de Jean Cocteau, Jacques Prévert ou tant d'autres peintres, écrivains, philosophes, il y a eu Jacques Bourgeat. Il a fait son éducation. Il lui a fait découvrir les poèmes de Tristan Corbière, les pensées de Pascal, l'astrologie, la Bible, Platon, Aristote et tous nos grands auteurs. Raymond Asso est le premier à lui donner un répertoire à elle. C'est le premier qui va lui écrire des chansons pour elle, qui va développer des thématiques autour de l'amour,
autour des utopies individuelles, de l'amour. On voit arriver dans ces chansons des figures un peu différentes. Les marins, par exemple. Il est souvent question de marins, évidemment, qui partent et qu'on ne revoit plus. Les légionnaires, mon amant de la coloniale. Il y a aussi la figure du gangster qui arrive avec une chanson comme Browning. Le parcours de Piaf et la vie de Piaf contribuent forcément à sa manière de chanter, au choix de ses chansons et à ce qu'elle a envie de transmettre. Elle n'aurait pas eu ce parcours-là, elle n'aurait pas été cette Édith-là. Connaître un peu la noirceur, connaître un peu le bas-fond, connaître un peu la souffrance, comme connaître les grosses émotions de bonheur, c'est ça aussi qui fait qu'on devient artiste et qu'à un moment on a besoin de dire, de donner, d'offrir et de vouloir transcender tout ça. Et les histoires les plus sordides, elle va les transcender, comme elle peut avoir fait quelques chansons qui, ce serait pas Piaf, peuvent paraître, je pense, pour critiquer, parce que évidemment je suis assez admirative de la totalité de son travail, mais quand elle a fait avec les compagnons de la chanson, quand la cloche sonne, sonne, bom, 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 ça aurait pas été Piaf, j'aurais pas été... Et elle a réussi à transcender quelque chose qui, à la base, moi, personnellement, ne m'aurait pas touchée. Elle avait ce don, cette puissance de quoi qu'elle chante, et quoi qu'elle touche, et quoi qu'elle prononce, elle le vivait tellement que ça passait. Mais elle choisissait toujours il y a une espèce de femme un peu comme ça, soumise entièrement à l'amour, ou d'histoires sordides, de couple. Il y a beaucoup de noirceur. De toute manière, elle l'exprimait aussi par sa toujours petite robe noire, ses mains qui appellent. Celle qui a donné une image scénique à la chanson réaliste, c'est Damia. C'est elle qui invente le rideau noir de fond de scène, le noir qui correspond à la tonalité dominante de la chanson réaliste, qui est une chanson de la plainte tragique. Damia est la première à se servir de la lumière, avec juste un faisceau de lumière portant sur elle au moment où elle chante, à faire émerger son visage du noir et ses bras, parce qu'elle chantait avec une robe. C'est elle qui invente aussi la robe noire des chanteuses réalistes. Mais elle, c'est un fourreau qui efface complètement le corps. Ce qui fait que la lumière arrive sur les bras qu'elle met en valeur et sur le visage. Et on a vraiment avec Damia ce que j'appelle une entrée en majesté du visage. Dahan filme la passion avec une caméra qui est toujours un petit peu hésitante entre une caméra illustrative dans la première partie du film et caméra plus convaincante à mes yeux, qui devient de plus en plus intimiste, qui adopte ce règle sur les émotions de la femme Piaf et de cette chanteuse. C'est un voyage émotionnel, impressionniste, une véritable rhapsodie. Et le cinéaste, de manière très très habile, passe d'une époque à l'autre, enfance, jeunesse, vieillesse, par des raccords sur les émotions de Piaf. And the bells bringing back to my arms, must each man go to war, evermore, evermore. Ce qu'il se passe dans cette scène, c'est l'effondrement de la star. Le raccord est régi par cette émotion, cet état du corps de la femme, corps vacillant de la femme en 59, qui rappelle le corps vacillant de l'enfant à Belleville. Et c'est cet état du corps frémissant, cette émotion de l'être en train de défaillir, qui fait le passage d'une époque à l'autre. Et l'ouverture, à mes yeux, est très belle parce qu'on entre de plein pied dans la voix de Piaf. Et ce film est un hymne à la voix de Piaf et à sa capacité de remplir l'espace avec sa voix. Sonder cette voix et sonder le cœur qui anime cette voix, c'est quelque chose de fascinant pour un cinéaste. C'est à ça qu'il s'attelle. C'est Odette Laure, dans un livre autobiographique, qui raconte qu'elle a entendu Édith Piaf quand elle était jeune. Elle a entendu Édith Piaf chanteuse de rue.
Et elle ne savait pas qu'elle allait devenir ensuite, qu'elle allait la retrouver, qu'elle allait devenir une grande artiste. Elle dit très, très joliment, elle avait une voix de cathédrale. Vous voyez, c'est dire l'immensité de l'espace que pouvait occuper la voix de Piaf, cette puissance-là. C'est une voix qui prend aux tripes, qui prend au ventre, une fulgurance aussi, une émotion forte qui emporte, qui ravit peut-être, mais dans laquelle aussi il y a, je pense, une forme d'effroi. Et je pense que cet effroi est lié justement à la nature de la fascination qu'elle exerce. C'est pas une voix qui plaît parce qu'elle est jolie ou agréable à entendre. On voit bien que la voix de Piaf emporte vers quelque chose de terrible. Et ce quelque chose de terrible, il me semble que c'est un mélange original entre l'amour et la mort, entre Eros et Thanatos. Chez elle, les deux sont toujours complètement liés. Charles Aznavour, d'ailleurs, le disait, il l'avait très bien compris, lui il disait Edith, ça n'est pas l'amour qu'elle chante, c'est la mort. Quand on peut chanter une chanson de deux amants qui vont dans un hôtel en se tenant par la main, où on pense qu'ils vont juste aller passer un moment de plaisir, se retrouver et d'amour, et qu'en fait qu'ils vont se suicider, on peut pas faire... c'est trash, quoi. On bascule dans le sordide, le morbide et le trash. Et Piaf, elle arrivait à transcender ces choses-là. La chanson populaire est un creuset mythologique depuis toujours, et un creuset mythologique dans lequel se forme et se reforme toujours ce tressage de l'amour et de la mort, ces mythes de l'amour et de la mort. C'est une espèce de voix de l'âme du peuple. C'est un peu comme une Billie Holiday nationale. Ça veut dire qu'elle a ce don de chanter l'âme du peuple. Elle transmet toujours cette rage qu'elle exprime. Ça peut être une colère, ça peut être du bonheur, mais elle le transmet toujours de manière extrêmement forte. Elle avait aussi une manière de modeler la patte des mots qui faisait qu'on avait l'impression d'entendre ces mots, je ne sais plus qui dit ça, pour la première fois. Ce qui se joue à ce moment-là, ou ce que Piaf joue quand elle chante, c'est de l'ordre de la transfiguration. Et que cette transfiguration a des significations ou résonne comme une symbolique religieuse. Elle s'offrait à son public. Elle s'offrait, comme on s'offre à un homme. Elle faisait l'amour avec son public. Elle se donnait. C'est un peu aussi le passage de la pécheresse à la sainte. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, et c'est une transfiguration par l'amour. Le thème de l'amour rédempteur est peut-être le thème majeur de la chanson d'Édith Piaf dans la deuxième partie de sa carrière. Tout ça se déroule sous un double signe, à la fois le scandale et le miracle, la déchéance et la résurrection, la défaite et la revanche. Et il me semble que ce que Piaf joue sur scène dans sa chanson, c'est le passage de l'un à l'autre, le passage du mal vers le bien, le passage de la nuit vers la lumière. À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours. Le second mariage d'Édith arrive au crépuscule de sa vie. Au début de l'été 1961, un ami lui présente Théo Sarapo. Ils se marient un an plus tard, le 9 octobre 1962. Leur histoire d'amour a été magnifique. Il l'a aimée comme personne ne l'a fait auparavant. Comme une sœur, comme une mère, comme une amie. Il a eu pour elle un amour complet. Il s'est consacré tout entier à elle.
Grâce à lui, elle s'est sentie femme jusqu'au terme de son existence. Il l'a protégée, choyée jusqu'à son dernier souffle. J'ai été bouleversée par les trésors de tendresse que Théo a offert à Edith, très malade. Il la recoiffait sans cesse, se levait la nuit, s'occupait d'elle. Entre cette femme usée par la maladie et ce jeune homme déprimé, il s'est passé quelque chose d'unique. Edith n'a jamais vécu que pour l'amour, avec une sincérité absolue. Elle n'aspirait qu'à la passion. Chaque fois qu'elle aimait son état de passion. Et comme la passion, ça ne dure pas toute une vie, elle en trouvait une autre et elle aimait de nouveau. Et chaque fois, elle tombait amoureuse comme si c'était la première fois. Elle était toujours sincère, c'était toujours pur, toujours beau. La Môme est une nouvelle version du mythe Piaf. Et le propre du mythe, c'est sa capacité à toujours générer de nouvelles versions, de nouveaux récits. Peut-être c'est le premier film sur Piaf qui rend compte de la création du mythe, de l'apparition du mythe. Et l'apparition du mythe passe par un hymne à l'acteur, à ses gestes. Tout d'un coup, Olivier Dahan s'échappe et part dans une scène où il monte l'observation de la chanteuse en train de devenir un mythe. Et le regard du cinéaste est en même temps un regard de fan happé par les gestes, les mimiques de cette star en train de naître, de ce mythe en train de naître, avec une corporalité, une gestion de son corps qui est tout à fait inouïe. Ce film ne serait pas ce qu'il est, c'est-à-dire cet hymne au mythe Piaf, s'il n'y avait pas Marion Cotillard, c'est-à-dire une grande comédienne investissant ce rôle, alors elle rejoint là un peu les mythes de l'histoire du cinéma, de comédiennes happées par leur rôle. Et ce que moi je trouve très réussi dans le jeu de Marion Cotillard, c'est peut-être ce qui gênera d'autres spectateurs que moi, c'est-à-dire la part d'excès dans son jeu. Elle en fait trop, mais elle en fait trop et précisément en outrant, en exagérant les mimiques, les poses, le côté voûté de Piaf, ce côté lugubre, sombre, nerveux. On a l'impression d'une caricature un peu, mais précisément, c'est en allant au bout de la caricature qu'elle trouve la vérité de sa Piaf à elle. Le mythe, c'est d'abord ça. Ça n'est pas telle histoire ou telle histoire, c'est la totalité de ces histoires en leurs différentes versions. Edith, elle est pas née comme tout le monde, me racontait le père. C'est sous un réverbère, devant le 72 de la rue de Belleville, sur une pèlerine de flic que ma fille est née. À sa naissance, Edith était déjà marquée. Sa mère a voulu qu'on l'appelle Edith en souvenir d'une jeune Anglaise, Edith Cavell, espionne héroïque, fusillée quelques jours auparavant, le 12 décembre, par les Boches. Ça fait distinguer, disait-elle, et puis avec un prénom comme ça, elle passera pas inaperçue. On ne peut pas dire que la naissance d'Edith a manqué de mots historiques et de présages. C'était mieux qu'un horoscope. Ce qui est très intéressant ici, c'est de voir le fonctionnement de cet élément-là, parce que en fait, il cadre parfaitement avec le mythe. J'allais dire, il prend place parfaitement dans l'histoire mythique d'Edith Piaf, enfant de la rue, enfant pauvre, enfant de saltimbanque, etc. Et ça cadre parfaitement avec le personnage mythique qu'elle va devenir et qu'elle va interpréter aussi sur scène. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur.